En janvier 2025, le monde découvrait DeepSeek, un modèle LLM d'intelligence artificielle chinois disponible sous la forme d'une application gratuite. Ce modèle moins gourmand en puissance de calcul que ChatGPT de OpenAI a fait trembler la bourse américaine et les valeurs tech comme Nvidia, parce que des concurrents étrangers aux géants américains dans l'IA remettaient en cause leur monopole. L'arrivée de DeepSeek sur le marché de l'IA illustre le clash entre le pôle US et le pôle asiatique dans l'économie mondiale. Les pays émergents sont une opportunité d'investissement sur les marchés boursiers, car un pays émergent est caractérisé par un développement économique, une forte croissance du PIB et une intégration en cours dans la mondialisation. À l'inverse des pays développés qui ont déjà un fort PIB par habitant, une faible croissance en général et une économie interconnectée avec le monde depuis longtemps. Au sujet des pays émergents, il y a une ouverture croissante aux marchés financiers internationaux qui va nous intéresser en tant qu'investisseurs, puisque des actions, des obligations, mais surtout des fonds indiciels de ces pays vont être disponibles sur nos brokers et dans nos PEA. Dans la dernière vidéo, nous avons exploré comment constituer un portefeuille d'investissement diversifié avec les ETF MSCI World. Je vous renvoie vers cette vidéo. Mais investir dans un indice monde a un biais géographique, cet indice ne prenant en compte que les pays développés. On sait bien que dans l'ETF MSCI World, on retrouve 72% d'entreprises américaines actuellement, le reste étant le Japon et l'Europe. On peut être tenté d'ajouter à notre portefeuille des actifs représentant les pays émergents, notamment des ETF. Et parmi ces pays, je souhaite faire le focus sur l'Asie, qui est une zone très intéressante. Regardons les indicateurs macroéconomiques impressionnants de la zone asiatique. On peut voir qu'il y a une croissance économique annuelle forte, avec en 2024 5% de croissance en Chine, 6,5% en Inde, 7,1% au Vietnam, 5,7% aux Philippines, 5,1% en Malaisie, selon les données 2024 de la Banque mondiale. Et il y a aussi une inflation sous contrôle, 0,2% d'inflation en Chine, 2% en Corée du Sud, 2% en Indonésie. On voit que l'inflation est un peu plus haute en Inde cependant, toujours selon la Banque mondiale. Les dettes publiques des États sont raisonnables. On est aux alentours de 96% en Chine, 81% en Inde. On a des chiffres plus raisonnables à Taïwan, en Corée du Sud, avec 20% et 50% respectivement, selon les données du Fonds monétaire international en 2025. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une démographie dynamique. On voit que l'âge médian se trouve aux alentours de 28-30 ans selon les pays, ce qui est important. Quand on connaît le défi démographique mondial, on peut penser que ces âges médians sont une bonne donnée par rapport à d'autres pays, notamment les pays occidentaux, où l'âge médian est plus élevé. Il y a des investissements directs à l'étranger dans le sens entrant qui sont aussi intéressants à regarder, avec 116 milliards d'investissements depuis l'étranger en Chine, en 2023, 30 milliards en Inde, 10 milliards à Taïwan, 15 milliards en Corée du Sud, 24 milliards en Indonésie, 20 milliards au Vietnam, selon les données des Nations Unies. Il faut préciser qu'on parle quand même d'une zone géographique très diverse économiquement. Il y a deux groupes de pays qu'on peut différencier. Il y a les pays développés ou presque développés en fonction de à qui on pose la question, avec la Chine, Taïwan et la Corée du Sud. Ce sont des pays développés malgré leur statut officiel émergent dans les institutions financières reconnues. On le voit avec leur PIB par habitant et leur niveau de développement humain. Alors en Chine, le PIB par habitant, il est de 13 800 dollars US. À Taïwan, 13 800. Et en Corée du Sud, 36 000 dollars par habitant. Donc il s'agit d'un héritage de leur développement des années 80-90. Les agences de notation n'ont pas changé leur statut officiellement, mais dans les faits, on sait qu'au vu de leur niveau de développement, ce sont des pays développés. Les raisons sont principalement politiques, parce que la Chine, par exemple, est dirigée par le Parti communiste chinois dans un système politique autoritaire. Pour Taïwan, il y a le risque d'invasion par la Chine, et pour la Corée du Sud, il y a le risque de conflit avec la Corée du Nord, ou le conflit avec la Corée du Nord tout court. Aussi avec des scènes politiques plus instables
à Taïwan et en Corée du Sud. Mais on peut profiter de cette situation parce que cela crée une asymétrie d'information, puisque plusieurs grands acteurs financiers vont ignorer ces marchés en raison de leur statut émergent. Mais nous, en tant qu'investisseurs retail, on peut parier sur le fait que le prix de marché des entreprises de ces pays vont intégrer le statut de pays développés. Donc c'est une partie de la thèse d'investissement qu'on va développer. Face à eux, il y a des pays clairement en développement, comme l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, qui ont une croissance économique supérieure à la moyenne mondiale, comme on a vu dans le tableau précédent. L'industrialisation est en cours, il y a une augmentation rapide du revenu par habitant et une ouverture progressive aux capitaux étrangers, voir les investissements directs à l'étranger dans la slide précédente, ces investissements qui auront tendance aussi à mieux évaluer les valeurs des entreprises dans la région, ce qui va aussi dans le sens de la thèse d'investissement. Les marchés financiers sont moins matures, ils ont donc une taille limitée dans leurs indices. Mais pourquoi utiliser les ETF pour investir dans la région Asie-Pacifique ? Donc les ETF sont un support d'investissement parfait pour cette stratégie. Les Exchange Traded Funds sont des fonds indiciels négociés en bourse. Ils reproduisent un indice de manière passive. Donc les avantages des ETF sont l'accessibilité de ces supports sur les brokers. Ils sont plus accessibles sur des brokers, disons mainstream ou des brokers classiques que des actions exotiques, notamment pour les actions asiatiques. Les frais sont assez faibles, toujours comparés à des actions. Ces supports aussi permettent une diversification. On devient propriétaire d'un grand nombre d'actions et on profite de la dynamique de marché, d'une croissance au lieu d'un bon coup sur une seule action. Aussi, il y a un risque spécifique d'entreprise qui est limité. Et donc, j'ai décidé de rester sur des ETF disponibles sur PEA pour simplifier la stratégie, bénéficier de l'avantage fiscal sur PEA. Investir sur le long terme est vraiment important sur cette stratégie puisqu'on parle de bénéficier du développement économique de pays entiers. Et face à la taille des enjeux mentionnés, la patience est de mise pour s'assurer que la croissance macroéconomique se transforme en performance boursière à la fin. On pourrait aussi choisir des actions compatibles à la thématique émergent Asie sur un CTO, mais cela nous exposerait à des risques spécifiques d'entreprise. Les investisseurs avancés peuvent le faire pour tenter d'augmenter leur performance, mais à leur risque et péril. On peut maintenant regarder les 3 ETF que j'ai sélectionnés pour cette stratégie. Alors le premier, c'est le Amundi PEA Chine MSCI China Screened UCITS ETF Hack qui propose une exposition 100% Chine et cet ETF vise à répliquer la performance du marché action chinois via l'indice MSCI China tout en appliquant des filtres ESG aussi dit Screened. Donc c'est idéal pour un investisseur qui a une conviction sur la Chine, même si c'est rare en ce moment dans les forums, Twitter et le YouTube Finance. Les positions principales de cet ETF sont Tencent dans les services internet, Alibaba dans l'e-commerce, PDD dans l'e-commerce, Xiaomi dans le secteur électronique. Et un peu plus loin, on retrouve le fameux BYD dans l'automobile. Le nombre de positions dans l'ETF est de 500. Donc on voit que c'est quand même assez diversifié. Le mode de réplication est synthétique par swap. C'est obligatoire pour être éligible au PEA. Il y a un risque de contrepartie sur les marchés financiers. Le mode de capitalisation est accumulatif. Les dividendes sont réinvestis, toujours pour profiter de la dynamique des intérêts composés. C'est intéressant. Capitalisation boursière est de 81 millions d'euros. C'est assez bas pour un ETF et les frais sont de 0,65% à l'année. Donc c'est aussi assez cher pour un ETF. Cependant, l'année de création est de 2014. Donc c'est un ETF qui a plus de 10 ans. Il faut relever que c'est un ETF avec un certain track record. Ce qui est important à noter sur cet ETF, c'est que l'indice qui est répliqué, le MSCI China, a de mauvaises performances depuis longtemps. L'ATH était en 2015, c'était il y a 10 ans maintenant. Et il y a un risque politique vraiment important qui pèse sur cet indice, plus que les autres qu'on va présenter, parce qu'il est vraiment focalisé sur la Chine. D'ailleurs, avant la crise des droits de douane qu'on a connue vers mars-avril 2025, on sait que la guerre tarifaire du premier mandat Trump avait déjà bien pesé sur cet ETF en particulier. Donc moi, personnellement, ce n'est pas un fonds que j'ai choisi dans mon portefeuille.
Ensuite, on a l'Amundi PEA Asie émergente qui suit le MSCI Emerging Asia Screened UCITS ETF Euro. Donc il y a une exposition plus large sur les tigres asiatiques avec la Chine, Taïwan, la Corée du Sud, l'Inde. Donc là, on est vraiment plus diversifié. Cet ETF, il réplique l'indice MSCI Emerging Market Asia Screened Select External Quote Index. Cette partie-là sera importante. C'est pour ça que je vous cite le nom en entier. Donc, il est composé d'entreprises de marchés émergents asiatiques sélectionnées selon des critères ESG et excluant l'industrie du charbon. Les positions principales sont TSMC, Tencent, Alibaba, Samsung, SK. Donc, c'est un conglomérat européen. Et un peu plus loin, on retrouve Xiaomi par exemple. Le nombre de positions est de 857, quand même bien diversifié. Le mode de réplication aussi est synthétique. PEA oblige et il y a toujours un risque de contrepartie. La capitalisation est accumulative. La capitalisation boursière de cet ETF est de 387 millions d'euros. C'est une taille modérée qui est quand même plus intéressante. Et les frais sont de 0,3%. C'est vraiment raisonnable. C'est des frais quand même assez bas, surtout pour la thématique Asie. Et l'année de création est 2019, donc un ETF un peu plus récent que celui vu précédemment. Ce qu'il y a à noter, c'est que la Chine et Taïwan représentent 65,9% de l'ETF. Et c'est une donnée importante à savoir si on est à l'aise avec ça ou pas en tant qu'investisseur. Mais justement, la représentation passive d'un fonds implique que la composition de l'indice pourrait changer à l'avenir en fonction du développement d'autres économies et de la région. Je pense notamment à l'arrivée du Vietnam qui va être reclassifié de marché émergent, de marché frontière à marché émergent par l'institution FTSE Russell qui pourrait être suivi par MSCI. Je pense que la Malaisie, les Philippines et l'Indonésie aussi pourraient être plus représentées dans l'indice à l'avenir et on peut vraiment laisser le marché décider du split géographique de ce genre d'indice. Le troisième ETF que j'ai sélectionné pour la thématique, c'est l'Amundi PEA Asie-Pacifique, aussi appelé MSCI AC Asia Pacific ex-Japan, UCITS ETF AC. Donc c'est une exposition encore plus large, donc toujours Chine, Taïwan, Inde, mais aussi avec l'Australie et la Corée du Sud. Cet ETF réplique l'indice MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Net Total Return qui suit la performance des marchés actions de la région Asie-Pacifique hors Japon, incluant les pays développés et émergents de la zone. Donc c'est vraiment intéressant de venir mélanger les pays développés et émergents. Les positions principales sont TSMC, Tencent, Alibaba, Samsung, SK et Commonwealth Bank of Australia. On voit qu'il y a des noms qui se répètent entre les indices. Le nombre de positions, il est de 1054, donc il est très diversifié. Le mode de réplication est synthétique, toujours par contrat de swap, PEA oblige et il y a un risque de contrepartie. La capitalisation est accumulative. La capitalisation boursière est de 86 millions d'euros, qui est quand même assez bas. Les frais sont de 0,6% annuels, aussi assez cher. Et il a été créé en 2014. On voit que cette fois-ci, la Chine et Taïwan ne représentent plus que 48% de l'indice. C'est vraiment intéressant de venir diminuer notre exposition géographique à la Chine et Taïwan et venir mieux représenter d'autres pays comme l'Australie ou encore Indonésie, Vietnam, Malaisie. On peut maintenant comparer les performances de ces ETF sur le temps long. Je les ai comparés dans ce tableau avec le MSCI World, donc pour vraiment comparer les performances de ces ETF à long terme, qu'on voit que c'est quand même assez mitigé. Sur 5 ans, le MSCI World a fait plus 85%, tandis que le Amundi PEA Asie-Pacifique a fait plus 21%, le PEA Asie émergente a fait plus 20%, et là pour le Amundi PEA Chine, c'est vraiment la catastrophe. On est dans une performance négative de moins 24%. Donc je voulais présenter ces chiffres vraiment par transparence, puisqu'on sait que sur les marchés boursiers, les pays émergents, historiquement, ont moins bien payé que les indices comme le MSCI World ou le S&P 500. Mais on voit que récemment, la tendance pourrait potentiellement s'inverser. Et si on veut profiter de la thématique Asie émergente, c'est maintenant qu'il faut se positionner. Ce ne sera pas dans 5 ans si le prix s'apprécie, que la performance s'améliore. Ce ne sera pas dans 5 ans qu'on pourra se positionner sur l'Asie.
D'ailleurs, en year to date, on voit que c'est quand même un peu plus serré. Donc le MSCI World est à plus 17,8%, l'Amundi PEA Pacifique à plus 9,7%, Amundi PEA Asie émergente à plus 17,2% et Amundi PEA Chine à plus 14,3%. Ça pourrait être potentiellement le début d'une tendance haussière. Maintenant, je voudrais faire un focus sur les grandes capitalisations de la région, puisqu'on va devenir actionnaire de ces entreprises via les ETF. Ça peut être intéressant d'y jeter un œil. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, est la plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde. Elle ne conçoit pas ses propres puces, mais fabrique pour d'autres entreprises dans le modèle Pure Play Foundry. Ses clients sont des entreprises comme Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD. Son activité principale est la fabrication de semi-conducteurs. Et TSMC produit des puces pour téléphone, data center, IA, IoT ou l'automobile. C'est une entreprise qui a une technologie de pointe. L'entreprise domine dans les procédés avancés comme le 3 nanomètres et prépare les puces à 2 nanomètres. Elle dispose d'usines à Taïwan, aux États-Unis, au Japon et bientôt en Europe. Elle détient 70% du marché mondial des fonderies et une large part de ses revenus vient des puces HPC, donc High Performance Computing, et de l'IA. Bien sûr, elle est plus exposée aux risques géopolitiques, étant donné que TSMC est principalement basé à Taïwan, et donc les tensions Chine-Taïwan pèsent particulièrement sur l'entreprise et sur son cours en bourse. Elle connaît une concurrence accrue de Samsung, d'Intel et d'autres fonderies dans les technologies avancées. Donc TSMC est au cœur de l'industrie des semi-conducteurs mondiaux. C'est une entreprise indispensable pour les technologies modernes, les smartphones, l'IA, les serveurs. Et grâce à sa puissance technologique et industrielle, elle domine son marché. Mais elle doit naviguer dans les enjeux géopolitiques, les coûts massifs et les pressions concurrentielles. Ensuite, il y a l'entreprise Tencent, qui est une entreprise chinoise de technologie et de divertissement fondée en 1998 et basée à Shenzhen. C'est l'une des grandes sociétés Internet au monde, qu'on connaît moins en France, mais qui est particulièrement connue dans le monde pour ses plateformes sociales, ses jeux vidéo et ses services numériques. Dans ses activités principales, il y a le social et la communication avec l'application WeChat, qui est une plateforme super app avec plus d'1,4 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. WeChat intègre une messagerie, des paiements, des mini-programmes et des services quotidiens. Tencent est actif dans le jeu vidéo. C'est un des plus grands éditeurs et développeurs mondiaux de jeux vidéo avec des titres comme Honors of King, Peacekeeper Elite, PUBG. Tencent a des participations dans Riot Games, Epic Games, Ubisoft et d'autres studios. Tencent est actif dans la publicité et le marketing avec la monétisation de publicité intégrée à WeChat et d'autres de ces plateformes dont la performance est renforcée par l'intelligence artificielle pour mieux cibler les utilisateurs. Tencent est actif dans la fintech et les services cloud. Il gère des services de paiement numérique, des services financiers et cloud computing en croissance avec la digitalisation de l'économie chinoise et l'IA. Et dans l'intelligence artificielle, Tencent réalise des investissements majeurs, notamment avec le modèle de langage Yuan intégré dans ses services et ses applications. C'est vraiment un de ses points forts, cet écosystème puissant et intégré, interconnecté dans sa messagerie, ses paiements, ses jeux et son contenu. Tencent a une position dominante dans le gaming mondial, une grande base d'utilisateurs et des investissements massifs dans l'IA. On a un autre géant chinois, c'est Alibaba, cette fois-ci dans le e-commerce et le cloud, qui est fondé en 1999 par Jack Ma à Hangzhou. C'est un des piliers du numérique chinois qui est comparable à un Amazon, un eBay. Et donc ses activités principales, c'est le e-commerce avec des plateformes comme Taobao, Tmall, Alibaba.com ou Lazada en Asie du Sud-Est. Et Alibaba ne vend pas directement, il met en relation des vendeurs et des acheteurs et gagne via des commissions et des publicités. Alibaba est aussi actif dans le cloud computing avec Alibaba Cloud et des services dans le stockage, le calcul, l'IA, le big data. Dans le média et le divertissement, ils sont actifs avec Youku, un service de streaming. Et au niveau de ces chiffres clés, Alibaba réalise un chiffre d'affaires annuel entre 130 et 140 milliards de dollars américains. Et ils ont 1 milliard d'utilisateurs actifs. Le point fort d'Alibaba, c'est vraiment sa position dominante dans le e-commerce chinois, avec un écosystème complet, un effet réseau massif et aussi son activité dans le cloud. Même si l'entreprise connaît quelques faiblesses avec un fort contrôle de l'État depuis 2020,
On l'a vu avec l'arrestation de Jack Ma. Il y a aussi une pression sur ses marges par cette réglementation et la limitation du pouvoir de marché par le régulateur chinois. Pour changer de thème, il y a Samsung qui est plus connu en France. Samsung est un géant technologique sud-coréen fondé en 1969. C'est une des plus grandes entreprises technologiques mondiales, actif à la fois dans le grand public, les semi-conducteurs et les équipements électroniques personnels et professionnels. Son activité principale, c'est dans les semi-conducteurs, notamment dans la mémoire avec les RAM flash. Samsung est actif dans les puces, c'est un concurrent direct de TSMC, et aussi dans les capteurs et les puces logiques. Samsung est actif dans le mobile, l'électronique grand public, avec ses smartphones, Samsung Galaxy, ses tablettes, ses montres connectées, écouteurs, ses télévisions, ainsi que dans l'électroménager. Samsung réalise un chiffre d'affaires annuel de 200 milliards de dollars et les semi-conducteurs représentent 30 à 40% de ce chiffre d'affaires. C'est vraiment un leader mondial des semi-conducteurs avec une intégration verticale de ces divers domaines d'activité, de la production de puces, des écrans, jusqu'à la vente de produits finis. Donc Samsung a une capacité industrielle massive et une capacité de recherche et développement très élevée, tout en étant une marque mondiale forte dans le mobile et la télévision. Et Samsung connaît quand même une concurrence intense dans les smartphones contre Apple, le chinois Xiaomi, Oppo, et dans les semi-conducteurs contre TSMC, Micron et SK Hynix. Donc la dernière entreprise des grandes capitalisations de la région qu'on va voir, c'est SK Hynix, qui est une entreprise sud-coréenne de semi-conducteurs fondée en 1983. Son activité principale est dans la mémoire. SK Hynix est spécialisée dans les RAM, dans les SSD, le stockage, et aussi dans la High Bandwidth Memory. Donc SK Hynix a une position clé dans l'IA, c'est un leader mondial de la mémoire HBM, c'est un fournisseur stratégique pour Nvidia, et l'IA est devenu le principal moteur de croissance du groupe. J'aimerais maintenant parler d'un des défauts de l'ETF MSCI Emerging Market Asia Screened. Donc j'ai identifié en début de cette vidéo parmi les pays intéressants où investir la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines. Pourtant, on ne les retrouve pas dans l'indice MSCI Emerging Market Asia Screened et l'ETF Amundi qui le représente. Pourtant, ces pays font bien partie du périmètre géographique de l'indice. Donc, c'est principalement dû au fait que l'indice Screened External Coal applique des stricts filtres basés sur des critères ESG et climatiques. Donc, sont exclus les entreprises qui exploitent de l'énergie fossile comme le charbon. Et ils excluent les entreprises qui n'ont pas d'objectif de réduction de leur intensité carbone. Le résultat, c'est que beaucoup d'entreprises indonésiennes, malaisiennes et philippines peuvent être exclues de ces indices parce qu'elles viennent de pays qui ont un mix énergétique très axé sur le charbon. Mais là, on est vraiment dans un des effets pervers des critères ESG, puisque des économies entières sont exclues des benchmarks internationaux, quitte à oublier la réalité économique, parce que le charbon est une énergie qui a ses défauts, bien évidemment, principalement la pollution atmosphérique, mais des économies entières reposent sur le charbon pour fonctionner, qu'on a des entreprises profitables qui fonctionnent bien, qu'on exclut de nos investissements pour des raisons complètement dogmatiques. Donc à ça, la solution, c'est qu'il y a un ETF BlackRock, MSCI Emerging Market Asia, qui suit l'indice sans les filtres ESG et il est disponible uniquement sur compte titre, pas sur PEA, car il a un mode de réplication physique. Quid de l'Inde? Donc en effectuant mes recherches pour cette vidéo, j'ai trouvé beaucoup de discours qui parlaient d'investissement en Inde dans le YouTube Finance francophone. Je suis pas d'accord avec cette thèse pour plusieurs raisons. On voit que face à la Chine, l'Inde a de plus mauvais indicateurs économiques. Donc dans le top 10 des ETF présentés, on ne voit pas de grandes entreprises cotées indiennes innovantes et compétitives. Je trouve que c'est plus raisonnable de laisser les indices décider de la pondération de l'Inde, un peu comme pour la Chine, parce que dans la lutte pour la domination économique de l'Asie, on peut laisser la caractéristique passive des ETF décider de quelles entreprises sont les plus représentées en pondération. Peu importe si l'Inde ou la Chine surperforment, on les retrouvera dans l'indice MSCI Emerging Market Asia. Quid du Japon? Le Japon n'est pas inclus dans ces ETF car c'est un pays développé qui a connu un rattrapage économique d'après-guerre dès les années 50. Il est classé comme marché développé par MSCI, FTSE et Standard & Poor's. Donc le Japon est déjà inclus dans le MSCI World à hauteur de 5%.
ce qui est déjà très bien, et il n'y a pas besoin de plus le pondérer dans un portefeuille. Donc en conclusion, un pays émergent est un pays prometteur en bourse, mais encore risqué. La croissance économique augmente le chiffre d'affaires des entreprises de ces pays. Si les entreprises sont bien gérées, les bénéfices augmentent. Si les marchés financiers sont efficients, les valorisations boursières augmentent. Mais tout ça, c'est en contrepartie d'un risque politique plus élevé dans ces pays. Les entreprises de la région Asie émergente sont bien positionnées dans l'innovation. On l'a vu avec les exemples plus hauts. Elles sont positionnées dans l'IA, le cloud, le high performance computing, l'électronique, l'automobile. Elles bénéficient de la zone de libre-échange de l'ASEAN, de l'Asie du Sud-Est. Ces entreprises sont la nouvelle usine du monde dans tous les domaines technologiques. Elles ont une réelle puissance industrielle et elles sont avantagées contre le vieillissement de la population. Comme on l'a vu, l'âge médian de ces pays est aux alentours des 28-30 ans, ce qui est beaucoup plus jeune que les pays européens. Et les ETF présentés ont plusieurs avantages. Donc ils ont une éligibilité au PEA, ils sont capitalisants et ils ont des frais raisonnables. Et donc, pour conclure, je dirais qu'une exposition Asie émergente est parfaite pour compléter une stratégie passive ETF type S&P 500, MSCI World ou CAC 40 sur le long terme.